Rosemary Lagrave, bonjour. Tu es sociologue et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Peux-tu nous dire comment tu en es venue à la sociologie? Avant de te répondre, je voudrais te remercier. Je suis très heureuse que ce soit toi qui fasses cet entretien. Alors, comment je suis devenue sociologue? Écoute, devenir sociologue, c'est pas comme, tu sais, les vocations qu'on a à l'adolescence. Je veux être médecin, je veux être paysan, je veux être je sais pas quoi. Ça se fait pas du tout comme ça. J'ai l'impression d'être devenue sociologue par une suite de bifurcations diverses qui m'ont amené à exercer ce métier et à me former à ce métier. J'étais boursière dans un internat de jeunes filles, donc un lycée d'état de jeunes filles, non mixte bien sûr à l'époque, à Caen. Et dans ce lycée, j'ai rencontré des professeurs. Je suis une non-héritière au sens de Bourdieu, mais j'ai rencontré des professeurs qui ont suscité chez moi un goût pour la lecture, mais un goût aussi pour le savoir, pour les connaissances. Je pense à Michel Perrault, Mona Ozouf, Éliane Deschamps, qui étaient professeurs à ce moment-là à Caen, et qui étaient d'ailleurs inscrites à l'époque au Parti communiste, ce que j'ai appris ensuite, et qui étaient très attentifs aux enfants des classes populaires pour justement, par l'école, les orienter par l'école dans une mobilité sociale ascendante. Dans ce lycée, lorsque j'ai passé mon bac, et j'étais boursière, je ne voulais absolument pas rester à Caen et auprès de ma famille. Je voulais prendre une distance et je suis allée à Paris. Et à Paris, je me suis inscrite en philosophie, mais à l'époque, on faisait propédeutique. Donc je suis arrivée à la Sorbonne en propédeutique, et là, il y avait des grands noms comme Lyotard, comme Yankelevitch, comme Aron. Je dois dire que j'étais un peu perdue, parce qu'il y avait un saut qualitatif entre ce qu'on apprenait, qui est un très très bon lycée, le lycée de Caen était un très bon lycée, mais j'étais un peu perdue dans ce grand amphi de la Sorbonne où nous étions, qui était bondé. Et à ce moment-là, Aron commençait à, comment dire, non pas nous orienter, mais il nous disait tout le bien qu'il pensait de la sociologie, qui était une science, enfin une discipline tout à fait récente, qu'il a contribué ô combien à institutionnaliser, mais il n'était pas le seul. Et donc, comme beaucoup de mes camarades de l'époque qui étaient en propédeutique, plusieurs d'entre eux se sont orientés vers la sociologie, parce qu'on nous en vantait les mérites, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était beaucoup plus pratique, il y avait des débouchés professionnels éventuellement, et donc j'ai opté pour la sociologie, mais tout en travaillant j'étais étudiante salariée, j'ai travaillé dans le 3e arrondissement rue des Gravilliers, dans une usine de bijouterie, pendant 2 ans et demi, tout en faisant mes études à la Sorbonne. Donc j'ai fait ce que nous faisions à l'époque, c'est-à-dire 4 certificats en sociologie, sous la houlette à la fois de Aron et de Gurvitch. Gurvitch qui, je me souviens, lorsque nous passions l'examen, si on ne connaissait pas bien les Marx, il prenait son accent, il disait « Allez réviser votre Marx ». Et vraiment, bon, c'était une formation exigeante. Je dois dire que j'ai passé 2 fois le certificat de démographie, ce qui était très difficile, c'était vraiment des mathématiques et des statistiques, ça c'était très difficile. Puis ensuite j'ai fait ma maîtrise à la Sorbonne avec Georges Ballandier, qui est récemment décédé, et je suis d'ailleurs allé à son enterrement, et lui m'a pris en maîtrise sur les femmes en Algérie. Alors, à l'époque, ça n'est plus le cas maintenant des masters, et tant mieux, on pouvait faire une maîtrise avec une compilation d'ouvrages ou de recherches. Donc ma maîtrise, que je trouve maintenant a posteriori vraiment pas bonne du tout, portait sur les femmes en Algérie et donc la littérature afférente à ce sujet.
Donc j'ai eu cette maîtrise et je voulais continuer avec Ballandier sur, alors là, avec du terrain sur les femmes en Algérie. Et il m'a dit, mais écoutez, je ne suis pas du tout spécialiste du Maghreb, allez voir Germaine Tillon. Donc je vais voir Germaine Tillon, qui effectivement me dit, ça tombe très bien, je veux une doctorante ou un doctorant sur les femmes répudiées, divorcées dans les bidonvilles autour d'Alger. Voilà. Voilà. Donc c'était pour moi une opportunité et j'étais très, très, très contente qu'elle me propose ce sujet de thèse et j'ai commencé son séminaire. Mais il se trouve que juste à ce moment-là, j'étais enceinte de mon premier fils. Et elle m'a dit, pas question d'aller faire du terrain pendant 2 ans et demi dans les bidonvilles autour d'Alger, je donne le sujet à quelqu'un d'autre. Et là, bon, c'était... Et tu vois, quand on est une femme, il y a des effets du privé sur la professionnalisation, en tous les cas sur la formation à ce moment-là. Et donc, je n'ai pas fait le sujet que je voulais. Et donc, elle me dit, mais écoutez, allez voir Henri Desroches, un de ses collègues. J'arrive chez Henri Desroches, et il me dit, bah, écoutez, oui, je voudrais vous donner un sujet de thèse pour que vous alliez faire une enquête en région parisienne sur une coopérative ouvrière où les ouvriers faisaient des fils électriques. Mais ce qui l'intéressait, c'est qu'est-ce que c'était que cette coopérative, se mettre en coopérative. Puis à un moment donné, je me souviens très bien, j'étais dans son bureau, il me regarde et puis il dit mais vous n'êtes pas d'un milieu ouvrier, vous venez de la campagne. Il y avait mon exis corporel qui reprenait le dessus, si j'ose dire. En tous les cas, il m'a dit, mais non, allez voir Placide Rambaud, avec qui il travaillait. Donc je vais voir Placide Rambaud, qui à l'époque était directeur du centre de sociologie rurale de l'EHESS, de la 6e section. Non, je me souviens plus si c'était déjà l'EHESS. Non, c'était la 6e section. Je crois que c'était la 6e. Oui, c'était encore la 6e section. Et Rambaud me voit venir, il me dit, bah, écoutez, ça tombe bien. Je suis en train d'écrire avec Desroches, justement, un grand livre sur les villages, mais il me manque un pan ou un volet de cette étude, c'est quelles sont les représentations littéraires du village. Et il me dit, ben voilà, ça tombe bien pour vous. Bon, et moi, je n'étais pas du tout formé en sociologie de la littérature, et j'ai accepté, bien évidemment, ce projet de thèse qui me permettait effectivement de rester à Paris. Et donc j'ai travaillé à la Bibliothèque nationale pour à la fois constituer le corpus des écrivains qui écrivaient sur la campagne, et j'ai choisi un moment, 1950-1960, où, en lisant les sociologues ruralistes de l'époque, je voyais bien que c'était un moment très important de mutation structurelle de l'agriculture, puisque ça va donner lieu aux grandes lois d'orientation 1960 et 1962. Et je me suis dit, tiens, si j'essaie de voir comment les écrivains reformulent cette vie au village, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis aperçu, effectivement, qu'ils étaient dans une matrice très nostalgique du village, c'est-à-dire comme si ils opposaient aux évolutions où effectivement il y avait un exode rural très important, où les villages étaient entre guillemets désertés, comme disaient des géographes de l'époque. Eux, au contraire, ils donnaient au village toutes les vertus d'une façon de solidarité entre les villageois. Bon, il y avait vraiment, c'était intéressant de voir combien ce passé que nous avons perdu revenait dans leur imaginaire romanesque. Donc j'ai fait cette thèse, et presque à la fin de ma thèse, je lis le journal Le Monde et je vois un jour un entrefilé en bas de page qui disait, mais il y a une association des écrivains paysans qui va se créer à Plaisance du Gers. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que mes écrivains, pour beaucoup d'entre eux, je n'avais pas des biographies pour tous, mais je n'avais jamais repéré qu'ils étaient d'extraction paysanne et qu'ils étaient... ils étaient d'extraction paysanne, mais ils n'étaient plus paysans, et c'est vrai que la création de leur village était une dette à
à leur classe d'origine. Mais ils n'étaient pas paysans. Et donc, ça m'a intrigué. Je suis allé à cette rencontre à Plaisance du Gers, et là, j'ai vu une trentaine de paysans écrivains, mais des vrais paysans, c'est-à-dire des gens qui avaient des fermes, qui travaillaient la terre, et qui ne savaient pas s'organiser. Et donc, je les ai aidés, non seulement je les ai écoutés, non seulement ça a réinterrogé le corpus que j'avais constitué, mais surtout, ce qui m'a intrigué, c'est, comment dire, eux pensaient, enfin, leur volonté, c'était d'accéder au champ littéraire, et au champ littéraire légitime. Or, bien évidemment, ils n'avaient pas le capital social, le capital culturel et le capital en écriture. Hein, c'était une écriture proche de ce que Daniel Fabre a montré dans les écritures au quotidien, mais en même temps, j'ai été, comment dire, cette curiosité s'est reconvertie en comment les aider à arriver, à parvenir à ce qu'ils veulent. Et donc, je les ai aidés à écrire une espèce de charte des écrivains paysans en 1972. Ensuite, je les ai aidés à venir au salon d'agriculture pour tenir un stand et donc faire connaître leurs œuvres. Et puis voilà, ça a été un lieu aussi d'amitié très fort, mais en même temps, c'est là où la sociologie à la fois dévoile et fait souffrir les gens, je pense. Dans une conférence qui m'avait demandé de faire, j'ai fait une sociologie, comment dire, d'écrivains paysans démunis dès lors qu'ils veulent accéder à un champ littéraire légitime. Et en dévoilant ces règles qui leur interdisaient ou qui les excluaient de la consécration dans le champ littéraire, ça les a ramenés à quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir, absolument. Et là, ils m'ont presque dit « t'es une traître, enfin tu n'es pas des nôtres, quoi hein ». Et donc, voilà, on dévoile en même temps les règles d'un champ littéraire qui sont très strictes, et en même temps la souffrance que ça peut donner à des gens qui ne pensent qu'à ça et qui n'ont pas les moyens de parvenir. Bon, après cette thèse, j'étais donc... oui, pendant cette thèse, à un moment donné, et c'est là que le privé intervient encore dans comment dire, les choix ou la professionnalisation de quelqu'un, c'est qu'à un moment donné, j'ai divorcé. Et je reviendrai sur mon insertion dans un groupe féministe de femmes mariées et démariées. Et j'ai divorcé et j'avais donc 2 enfants. Et là, l'urgence était de trouver un travail. Et donc, j'ai eu l'audace, parce que c'est vraiment de l'audace, mais je n'avais pas non plus les règles totales du champ académique. J'ai eu l'audace, après un séminaire de Placide Rambaud, de lui dire « Est-ce que vous auriez un travail pour moi ?» Et il me regarde et il me dit « Mais vous croyez que c'est comme ça qu'on rentre à l'école de hautes études ?» Mais moi, dans ma tête, ce n'était pas de rentrer à l'école de hautes études, c'est de trouver un travail. Et j'ai bien vu que j'ai fait une faute de goût. Enfin, on ne demande pas cela à quelqu'un de l'école de hautes études. Donc j'ai laissé tomber, j'ai fait des petits boulots multiples et variés. Et puis 6 mois après, Placide Rambaud me téléphone et me dit « Vous cherchez toujours du travail ?»« Oui, monsieur. » Et il me dit bah, « Écoutez, moi je vous prends comme vacataire. » Donc je suis resté 4 ans vacataire dans le centre de sociologie rurale. Puis à un moment donné, j'ai un collègue, Jacques Loarec, qui était chef de travaux. C'est un statut qui n'existe plus, hein, qui était un statut intermédiaire entre quoi? Vacataire peut-être et maîtresse de conférence ou maître de conférence, comme on disait à l'époque. Et j'étais donc... Jacques Loarec est parti comme permanent au Parti communiste pendant 2 ans. Et là, j'ai été sous son poste pendant 2 ans, jusqu'à qu'il revienne. Et là, j'avais plus rien.
Et puis, j'y reviendrai, dans mon travail au Centre de sociologie rurale, j'avais tellement bossé, tellement travaillé sur des enquêtes collectives dont je vais parler tout à l'heure, que Placide Rambaud, il s'est dit, mais j'ai pas envie de la perdre celle-là. Hein. Bon, voilà, j'étais une bonne travailleuse, tu vois. Et il est allé voir François Furet, qui était à l'époque président de l'école des hautes études, et il lui a demandé un poste de chef de travaux, parce que les postes de chef de travaux n'étaient pas soumis à l'élection, ils étaient à la main du président de l'école. Et Furet a accepté de me donner a accepté de me donner un poste de chef de travaux, et donc je suis resté au Centre de sociologie rurale. Alors au Centre de sociologie rurale... Donc là, on était en 76, quand tu rentres en tant que chef de travaux, c'est en 1976. En 1976, mais avant, j'étais vacataire. 72. Depuis 72, voilà. Et de 72 à la fin du Centre de sociologie rurale, à la mort de Rambaud en 1992, j'ai travaillé à des enquêtes collectives. Alors, je voudrais dire que les enquêtes collectives, ça n'est pas les grandes enquêtes comme dont parlent les historiens de l'école, des grandes enquêtes, mais même aussi les ethnologues. Nous avions fait des enquêtes commandées par le CORDES, le commissariat au plan, qui était quelque chose qui n'existe plus, mais qui voulait mettre en lien les chercheurs, les praticiens et puis les décideurs. Et donc, ils finançaient des recherches à ce moment-là, et ces recherches, elles ont porté pour l'essentiel, je ne te donne pas tous les détails, pour l'essentiel sur la mise en commun d'un certain nombre d'outils pour les agriculteurs. Je m'explique. Nous avons fait des enquêtes sur les groupements de producteurs, nous avons fait des enquêtes sur ce qu'on appelle des GAEC, c'est-à-dire la mise en commun des terres et du travail, sur la mise en commun des matériaux agricoles, du matériel agricole, des machines. Nous avons fait des enquêtes sur la mise en commun de la matière grise, ce qu'on appelle les CETA. Et donc, ça a consisté pour moi à faire des archives pendant des mois et des mois dans les sous-sols du ministère de l'Agriculture, où on prenait un à un, parce que toutes ces formes coopératives de travail étaient homologuées, légitimées par à la fois par le ministère de l'Agriculture et par le syndicalisme dominant. Hein. Il y avait la cogestion entre les agriculteurs et les pouvoirs publics, dont le ministère de l'Agriculture. Donc j'ai fait ces grandes enquêtes qui ont donné lieu à des publications qui sont restées souvent des gros rapports, qui sont souvent restés la matière grise, mais qui m'ont appris quelque chose qui pour moi a été déterminant dans mon cursus ultérieur, c'est le travail collectif. C'est-à-dire qu'il y avait une division du travail. Nous, à la fois, on faisait les petites mains, mais pas seulement. Je pense que j'ai découvert ce qu'était une archive, comment il fallait la traiter. En même temps, les informations, il fallait se les croiser, discuter dans des réunions. Et je dois dire que ça m'a appris à travailler collectivement de façon très importante et à donner du prix au travail collectif. Mais en même temps, je n'ai jamais eu le choix de mes objets à ce moment-là. C'est-à-dire que mais c'était, je pense, beaucoup le cas de cette génération. Il y avait un directeur, enfin un responsable de centre, c'est lui qui choisissait ce sur quoi on allait travailler, et puis nous, on travaillait collectivement. Et donc, je n'avais pas le choix de mes objets, vraiment jamais. Et il y avait quelque chose, à la fois j'apprenais beaucoup, et en même temps j'étais toujours un peu sur la tangente, en me disant, mais que faire qui moi me tiennent à cœur. Et je dois dire que pendant ces années, où d'une certaine manière, j'étais un peu étouffée par ce centre où finalement c'était récurrent, les études que nous faisions, j'avais l'impression de piétiner. Et je suis allée au séminaire de Bourdieu.
Et j'ai lu Bourdieu, et j'étais à son séminaire, et je dois dire que, d'une certaine manière, quand il dit que la sociologie libère, c'est sa sociologie qui m'a permis vraiment comment dire, de me permettre, de m'autoriser à choisir mes objets, ou en tous les cas oser me mettre dans des réseaux où j'aurais peut-être une chance de faire pourquoi j'ai envie de faire de la sociologie. Et je dois dire que c'était une période, alors je dis Bourdieu d'un côté, j'y tiens beaucoup, parce que vraiment, comme je dis, ça m'a donné une force inouïe de m'autoriser à, mais aussi mon militantisme dans le MLF, qui peu à peu me soutenait une envie qui était pour le coup collective de travailler, comme on disait à l'époque, en histoire des femmes. Et donc là, déjà à l'école des hautes études, mais aussi avec Paris 7, on avait créé un groupe en histoire des femmes avec Michel Perrault, avec d'autres, et j'avais fait un premier numéro justement pour essayer de lier à la fois la sociologie rurale et les femmes, un numéro sur de la revue Pénélope, qui était École des hautes études Paris 7. Qui avait été créée à la fin des années 70, ou début des années 80. Heureusement que tu me donnes des dates, des années 70, et qui s'appelait Femmes et Terre. Et à partir de cela, comment dire, je savais que je pouvais continuer dans ce sillon. Donc, à partir de là, je suis allé pas bien évidemment, je suis allé au colloque de Toulouse sur femmes, féminisme et recherche en 1972. 1982 Au 1982, oh mon Dieu. 1982, et j'y ai présenté une communication, mais comme beaucoup d'entre nous, c'était vraiment le colloque fondateur de ce qui sera ensuite les recherches sur les femmes, recherches féministes. Et ensuite, j'ai participé avec Michel Perrault et d'autres à l'histoire des femmes. J'ai écrit dans le 5e volume un article qui s'appelle Une émancipation. Une émancipation sous tutelle, alors, sur le travail des femmes et leur éducation. Et il me semble que par rapport aux autres chapitres, ce que j'ai montré, c'est que certes, il y avait une évolution, puisque c'était 1914 jusqu'à nos jours, une évolution dans l'éducation, dans l'accès des femmes à l'enseignement supérieur, au secondaire, tout ce que tu veux. Aussi, un accès au marché du travail beaucoup plus favorable. Mais, quand j'ai dit une émancipation sous tutelle, ce que n'avaient pas vu les autres, alors du coup, tu peux, si tu regardes les statistiques par exemple, tu ne peux que conclure à une évolution tout à fait positive de l'accès des femmes à l'éducation et au marché du travail. Mais, ce que j'ai montré, c'est que si tu ne compares pas à l'évolution avec les hommes, eh bien, effectivement, tu ne peux en conclure qu'une évolution positive. Or, il ne faut pas penser que les hommes ils sont restés sur place, eux. Ils ont évolué aussi. Et donc, j'ai mesuré plutôt l'écart. Hein. Et donc là, je montrais bien que cet écart, il continuait à se creuser. Et je pense que ça, c'est important. D'où, et on le verra ensuite, le concept de genre. Tu vois, c'est-à-dire, tu ne peux pas prendre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Non, c'est le rapport entre les deux qui est important. Hein. Et ça, je me souviens que dans La domination masculine de Bourdieu, il a souligné ça, en note, en montrant qu'effectivement, c'est l'écart qui compte. Alors ensuite... Pardon, Rosemarie, j'aimerais revenir sur le sel de la terre, l'ouvrage que tu as fait, parce que justement, dont le sous-titre est l'invention politique d'un métier, et précisément c'est le lieu d'articulation, outre le numéro de Pénélope dont tu viens de parler, mais où précisément cette question à la fois de la production scientifique et
de la production politique et ses effets sociaux et politiques précisément, puisque enfin, j'aimerais que tu racontes ce qu'a fait de façon générale au statut des femmes d'agriculteurs ou femmes agricultrices, ce travail-là, cette production. Alors ce livre est issu d'une... après Toulouse, le CNRS a créé une ATP Femmes, Féminisme et Recherche. Et j'ai eu une fraction de l'argent, entre guillemets, de cette ATP. Et donc, avec un groupe de collègues, nous avons fait une enquête assez lourde sur qu'est-ce qui se passe avec les agricultrices. C'est-à-dire, elles ont toujours travaillé, mais on voyait bien qu'elles n'étaient pas reconnues et que même leur métier n'était pas reconnu. Donc, nous avons procédé de plusieurs manières. D'abord, en essayant de voir comment ces agricultrices avaient été formées à l'intérieur de la jeunesse agricole catholique, qui était une matrice pour comprendre comment finalement ce métier d'agriculteur était exercé en couple. Et avec Juliette Cagnoux, je me suis mise à regarder les lois d'orientation depuis le début du siècle jusqu'à maintenant, donc toutes les lois portant, qui peu ou prou avaient à voir avec un éventuel statut du métier féminin en agriculture. Et ce dont nous nous sommes aperçus, c'est qu'elles étaient régies finalement par un statut matrimonial, c'est-à-dire effectivement leur grand rêve, tout le monde, que ce soit des hommes ou des femmes en agriculture, c'est l'agriculture, c'est un métier de couple. Oui, mais le métier de couple, c'est 1 et 1 ne font pas 2, ils font 1. C'est-à-dire que seul le statut de chef d'exploitation régit l'ensemble des activités professionnelles à l'intérieur d'une exploitation agricole. Et ce chef d'exploitation, il a tous les pouvoirs par rapport à sa femme qui n'en a pas. Et deuxièmement, comment dire, ce métier de couple interdisait un certain nombre d'actes professionnels aux femmes, y compris bancaires. Et donc, j'ai décortiqué toutes les lois pour montrer que c'était le statut matrimonial qui régissait une profession, et que si on ne, comment dire, si on ne sortait pas de cette vision-là, jamais les agricultrices n'auraient un statut professionnel comment dire, à part entière ou à l'égal de leur mari, du coup. Et je m'apercevais que les chefs d'exploitation, les femmes chefs d'exploitation, elles étaient chefs d'exploitation en l'absence d'un homme, c'est-à-dire veuves, divorcées ou célibataires. Hein. Et donc, voilà. Comment dire, ce travail-là que j'ai fait, mais pas seulement, j'ai fait un travail sur les statistiques, à la fois sur celles de l'INSEE et sur celles du ministère de l'Agriculture, pour montrer qu'il y avait un flou artistique et statistique, et statistique des femmes. Elles étaient comptées de temps en temps comme épouses, valet, agricultrices, et de temps en temps elles étaient agricultrices, enfin n'importe quoi. Donc je me suis dit, mais d'où ça vient ça? Donc j'ai regardé le manuel de l'enquêteur, et en faisant une sociologie du manuel de l'enquêteur, eh ben, je te le donne en 1000. Effectivement, c'était si elle vous répond agricultrice, vous mettez épouse d'agriculteur. Si elle vous répond... Donc j'ai fait une petite enquête, moi, et bien évidemment, si on pose les bonnes questions, on a des bonnes réponses. Et au bout du compte, je me suis aperçu que les seules statistiques qui valaient, c'était celles de la mutualité sociale agricole, parce que eux, tu vois comment, qui paye des cotisations. Et eux-mêmes, eh ben là, tu n'as quasiment aucune agricultrice professionnelle, tu vois. Et donc, ce bouquin, qui n'a pas eu... Ensuite, j'ai quand même fait un terrain pendant 3 mois, sans... tu vois, j'ai sillonné toute la France, en petite voiture, mes questionnaires, mon magnétophone, et j'ai fait des entretiens, mais alors vraiment non directifs. Hein, quelquefois, je passais 6 heures, toute une journée avec eux, avec ce que j'ai appelé des dirigeantes dirigées. C'est-à-dire des filles
qui avaient des mandats syndicaux, tous syndicats confondus, c'est-à-dire les syndicats majoritaires et minoritaires, sur lesquels j'ai travaillé par ailleurs. Et là, je voyais des femmes qui n'avaient jamais été, enfin, qui pour la première fois parlaient. Et là, ça a été un terrain magnifique et douloureux pour moi parce que, comment dire, j'arrivais avec ma petite voiture dans des fermes qu'il fallait que je retrouve, je faisais des entretiens et c'était tellement émouvant pour elles d'être écoutées, tout simplement, que j'ai eu quand même des pleurs constants, mais ne partez pas, j'ai encore des choses à dire. Et il fallait que je parte parce que j'avais rendez-vous dans une autre vie, dans un autre village. Et donc j'ai fait ce chapitre sur les dirigeants dirigés dans ce livre, L'invention politique d'un métier. Mais j'ai encore une dette à leur égard parce que ce qu'elles auraient voulu, c'est que je leur consacre un livre. J'ai commencé ce livre, j'ai jamais eu le temps de le finir. Pour comment dire, essayer au plus près de montrer comment des gens de peu ont une manière de dire leur vie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire elles ne parlent pas seulement de leur profession, mais de leur famille, de leur passé, de leur envie, et que là, on a des témoignages, je ne sais pas si, voilà, des témoignages, en tous les cas des morceaux de vie absolument extraordinaires. Et ça, il faut que j'en fasse quelque chose, tu vois. Alors en même temps, ce livre, il y a un journal agricole qui s'appelle Agri7 qui a donné un livre à lire justement à des dirigeantes. Et ces dirigeantes ont fait des papiers, tu vois, dans 4 papiers, où elles disent, ben voilà, c'est la première fois qu'on parle de nous vraiment. C'est vrai que c'est un premier livre sur les agricultrices, mais on n'y comprend rien. Et elles disaient, oui, elles ont parlé elles parlent pour ses collègues, mais elles ne parlent pas pour nous. Et donc, tu vois, j'ai encore une dette vis-à-vis d'elles, mais je pense aussi que ce livre a été, quand on fait de la sociologie, on ne connaît pas toujours les effets politiques de cette sociologie. Mais je pense que ce livre a été, pour partie, hein, restons modestes, quelque chose qui, dans le milieu agricole, a fait bouger un peu la vision qu'ils ont eue du non-statut des femmes professionnelles en agriculture. Parce qu'après ce livre, quand même, j'ai été restituée. J'ai fait des conférences dans vraiment toute la France sur ce bouquin. Et il est vrai que je pense que ça a fait un peu bouger la vision conjugaliste et familialiste de l'agriculture. Voilà. Alors, en même temps, comment dire, ensuite, comme je te l'ai dit, le centre de sociologie rurale a été fermé à la mort de Rambaud. Et là, ça coïncidait avec le fait que Marc Auger, qui avait été élu président de l'école en, je sais pas, 84, je crois, un truc comme ça. 84 ou 85. Une date comme ça, m'a demandé d'être responsable, enfin de venir aux relations internationales de l'école, qui commençaient à se développer. Et 84. 84, oui. Et pas bizarrement, et à un moment donné, après la chute du mur de Berlin en 89, le ministère des Affaires étrangères, enfin quelqu'un du ministère des Affaires étrangères, est venu à l'école des hautes études, et donc Marc Auger l'a reçu, et j'étais présente, où il nous demande de faire une espèce de bilan des sciences sociales dans les pays d'Europe centrale et orientale, comme on disait à l'époque, les pays de l'Est. Donc Marc Auger m'a dit, écoutez Rosemary, faites ce bilan. Donc, comment j'ai procédé? Finalement, je connaissais un peu la Hongrie et un peu la Pologne en raison de ce qu'avait fait Braudel à l'époque, c'est-à-dire que pour la Pologne et la Hongrie, il avait mis en place des bourses de recherche qui permettaient à justement des collègues hongrois et polonais un peu en dissidence
de venir à l'école des hautes études pendant des périodes pour justement avoir des bibliographies, discuter avec les collègues. Bon. Donc ce programme de boursier était là, mais donc je suis parti et au fond j'ai fait du terrain. Moi je me suis dit, après tout, tu vas dans ces pays, il y en a quelques-uns qui m'étaient inconnus, la Tchécoslovaquie m'était inconnue, la Roumanie m'était inconnue, la Pologne et la Hongrie, oui, je les connaissais, voilà, et la Bulgarie, pas du tout. Et j'ai procédé comme tu procèdes quand tu ne connais pas le terrain, c'est-à-dire que au début, je me suis appuyé, et tu verras que c'était peut-être pas une bonne idée, sur, entre guillemets, les dissidents qu'on connaissait à l'école des hautes études, soit Geremek, soit, j'ai oublié le nom d'un historien tchèque, bon, voilà, et en me disant, bon, ça a été des portes d'entrée pour moi, mais ces dissidents connus et reconnus, ce n'était pas eux qui allaient m'aider dans le travail. Donc je suis allé dans les académies des sciences, je suis allé dans les universités et j'ai regardé ce qui se faisait. Hein. Mais j'ai regardé ce qui se faisait et en même temps j'écoutais tout le monde. Et quand tu arrives dans ces pays où tout est bouleversé et où le champ académique était en train comment dire, était traversé par des luttes intestines entre ceux qui avaient eu le pouvoir avant et ceux qui pensaient l'avoir après, tu disais, certains collègues me disaient, ne va pas voir celui-là, c'est un traître, il a signé tel truc, ne va pas voir l'autre, et puis il y avait ceux qui se dépêchaient d'avoir... De me parler de Derrida, de Bourdieu, de tout ce que tu veux, pour avoir l'air dans le coup. Et donc, j'étais troublé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que j'avais des informations à la fois contradictoires, et en même temps, comme dans tout terrain, il fallait que je me pose, hein, et que je regarde, et que je me dise, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que le ministère nous avait demandé de proposer quelque chose. Et je me suis dit, la génération de tous les profs que j'ai vus, il faut certes les aider, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut miser. Alors, ils me l'ont reproché, ils m'ont dit oui, voilà. Et je me suis dit, c'est sur les jeunes doctorants, sur les étudiants. Il faut renouveler une génération et les former. Et donc, j'ai proposé des ateliers en sciences sociales dans plusieurs... villes, capitales des pays de l'Est, et cette formation, j'ai fait circuler vraiment ce que j'appelle le meilleur et les meilleurs. C'est-à-dire que les collègues de l'école des hautes études, mais aussi de Sciences Po, mais surtout de l'école des hautes études, quand on leur a proposé cette formule, ce dispositif, eh ben, ils ont dit « Ok, on est là ». Et je dois dire que les plus grands esprits, entre guillemets, et les collègues les plus prestigieux sont allés dans ces pays, ont donné des séminaires, et ça a donné naissance à une nouvelle génération qui a repris peu à peu des postes à l'université, mais aussi ça a donné naissance à, comment te dire, en allant dans ces pays, moi je n'ai pas donné dans l'anticommunisme ambiant. Tu vois, d'abord parce que, comment dire, j'avais été nourri par le marxisme à l'école des hautes études, pas à l'école des hautes études, dans ma formation à la Sorbonne, mais aussi parce que, comment dire, tu vois, quand il y a eu les mineurs qui sont arrivés à Bucarest, moi j'étais là enfin, les collègues étaient là et avaient passé un film et on me demandait, mais qu'est-ce que tu en penses? Et moi je pleurais. Parce que j'ai dit, mais vous ne pouvez pas savoir que les mineurs, pour nous, moi j'ai dans cette idée, quand je fais la manif de LIP, pour soutenir les LIP à Besançon, les mineurs, ils sont venus du Nord avec leur... Bon, je ne pouvais pas donner dans le panneau d'un anticommunisme où les mineurs, j'ai dit, mais ils ont... Bon, si ils ont été... Qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrivés à Bucarest? Pourquoi ils ont détruit une fraction de l'université? Il y a une manipulation stratégique, il y a quelque chose. Mais vous ne pouvez pas me demander une condamnation sans en savoir plus. Hein. Et donc, voilà. Et puis, de ça,
comment dire, j'en ai fait un livre. J'en ai fait un livre qui s'appelle Voyage au pays d'une utopie déchue, où j'ai essayé de retraduire cette expérience. Cette expérience qui, pour moi, a été quelque chose d'une richesse incroyable, absolument incroyable, et je n'ai pas cessé de m'intéresser à la formation des doctorants, des étudiants, mais en même temps, ça m'a conduit à, comment dire, à travailler sur à la fois le communisme et le communisme agraire. Le communisme, je l'ai fait d'une façon, comment dire, un peu latérale. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, dans les pays d'Europe centrale et orientale, les étudiants me disaient ah oui, j'avais présenté le bouquin de Furet, Le passé d'une illusion. Et alors, je fais lire aux étudiants, puis ils me disent mais on ne veut pas savoir. Ce type, peut-être c'est un historien, peut-être tout ça, mais il n'a pas vécu le communisme. Il n'a pas vécu le communisme, il ne sait pas ce que c'est. Ah, je lui ai dit mais si vous délégitimez Furet, mais il faut travailler vous. Pourquoi vous ne travaillez pas sur le communisme? Oh mais non madame, enfin c'est pas légitime, on ne va pas travailler sur... C'est un régime honni, on ne travaille pas là-dessus. Ben, j'ai dit, ben alors, attendez que les autres le fassent, si vous ne le faites pas. Mais personne, aucun professeur ne nous prendra sur le communisme. Eh bien si. Et depuis, il y a beaucoup d'étudiants dans ces pays qui ont travaillé, notamment en Pologne, mais pas seulement, en Roumanie, en Tchécoslovaquie. Et d'ailleurs, j'ai comment dire, publié, parce que je voulais, comment dire, donner une visibilité à cette nouvelle génération. Alors, il n'y a pas que des étudiants, parce que pour moi, Est-Ouest, c'était pareil. Hein, je ne faisais pas de différence, mais j'avais à cœur de promouvoir les étudiants de l'Est. Et j'ai fait j'ai dirigé un bouquin qui s'appelle Fragments du communisme. En Europe centrale. En Europe centrale, où j'ai donné beaucoup de chapitres sont des chapitres comment dire, d'anciens doctorants qui sont devenus chercheurs. Hein, et ça, c'est chouette. Ça, bon, voilà, c'est une... Voilà. Et puis, ça m'a aussi donné l'idée de travailler sur le communisme en France, sur le communisme mais rural. Parce que, comme tu le sais, mieux que moi, après tout le travail de Pudal et d'autres, les travaux sur le communisme, c'est surtout sur la classe ouvrière. Hein. Et avec un groupe de ruralistes, du coup, nous avons repris tout le vote paysan et puis un certain nombre d'archives dans toutes les campagnes françaises. Et d'ailleurs, à l'occasion d'une archive, et c'est pour ça que j'ai intitulé ce numéro d'études rurales « Les petites Russies », oh mince, les petites Russies dans les campagnes françaises, c'est ça. Ce nom-là, je l'ai trouvé dans une archive. Il s'appelait Les petites Russies. Et je me suis aperçu, notamment, que, comment dire, le vote communiste en milieu rural a eu une longévité plus longue que le vote ouvrier, ou en tout le cas urbain, et que, notamment dans l'Allier, hein, l'Allier c'était le fief rural communiste, et j'ai essayé de montrer combien l'ouvriérisme du Parti communiste français avait fait au fond du communisme rural, des paysans une force d'appoint. Hein, j'ai appelé ça dans l'introduction la faucille contre le marteau, parce qu'ils en ont fait une force d'appoint alors qu'ils auraient eu même stratégiquement tout intérêt à avoir un œil égalitaire et en tous les cas plus juste sur les paysanneries qui n'étaient pas qu'une force d'appoint, mais ils l'ont négligée. Et voilà, donc ça a été comment dire, un de mes points de travail aussi. Et tu vois, d'une certaine manière, comment te dire, je renoue de temps en temps avec le rural, puis en même temps je le délaisse, et j'ai essayé de tenir ensemble
des chantiers qui ont l'air d'être différents, hein, les femmes, le rural, le communisme, j'ai travaillé aussi sur les gens du voyage à Caen, j'ai travaillé sur quoi, j'ai oublié. Alors, comment je pourrais qualifier ça? D'abord, c'est souvent sur des objets non légitimes, dominés, un peu marginaux, ce n'est pas des objets nobles de la sociologie, hein. Mais ils ont comme lien quand même, me semble-t-il, c'est ce que j'ai essayé de faire et d'introduire, comment dire, c'est des objets naturalisés. Hein, les femmes, elles sont référées à leur sexe et uniquement à leur sexe, les paysans à la nature, le communisme, alors c'était le contraire, c'est-à-dire que le communisme, ils essayaient comment dire, d'introduire les paysans à l'histoire et dans l'histoire, de les déraciner de cette espèce d'ancrage à la nature, hein, et en même temps, c'était une force d'appoint. Donc, toute mon entreprise a été une critique de la naturalisation des faits sociaux. Hein, et donc, c'est ce qui faisait un peu le lien entre des lignes de recherche qui ont l'air d'être très éclatées, mais qui se retrouvaient dans cette critique de la naturalisation des faits sociaux. Donc, Rosemary, tu nous as parlé des relations féministes, du fait d'avoir travaillé sur les femmes agricultrices, puis d'avoir publié et contribué donc, à l'histoire des femmes dans les années 90. Et ensuite, tu as contribué à l'École des hautes études à, au fond, institutionnaliser les études de genre en créant le master genre en 2006, puisqu'on a fêté les 10 ans la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Donc, comment en es-tu venu à ce projet-là? Écoute, dans ma génération, lorsqu'on travaillait en histoire des femmes, puis ensuite en études de genre, on travaillait à partir de 3 choses. Il fallait à la fois des luttes cognitives, pour travailler sur le genre, à partir de John Scott et d'autres. Il fallait aussi des luttes institutionnelles, parce que, bien évidemment, l'histoire des femmes ou les études de genre, elles n'avaient pas elles n'avaient pas droit de citer dans l'université et dans la recherche. Et puis, il fallait travailler à la transmission des savoirs et en même temps pour de jeunes générations. Donc, à l'intérieur de l'école des études, je t'ai dit tout à l'heure que dans le groupe, on a créé un groupe des femmes où on travaillait à la fois sur des textes, mais en même temps, à un moment donné, il m'a semblé qu'il fallait institutionnaliser. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'études de genre du tout, mais il y avait 2 choses qu'il fallait faire. Premièrement, j'ai passé beaucoup d'années à me consacrer quasi uniquement à la direction de thèse. Et ça, je dois dire que c'était très important parce qu'il fallait absolument former une nouvelle génération aux études de genre et j'ai dirigé beaucoup de thèses sur ces problématiques et sur ces thématiques. Et deuxièmement, il fallait aussi, à l'intérieur de l'école, il y avait beaucoup de masters, mais on s'apercevait, notamment dans le master de sociaux, que toutes les thèses ou les masters sur le genre, c'était toujours un peu marginal. Que certains collègues ne connaissaient pas, n'avaient pas de savoir sur le genre, dans les études de genre, et c'était quand même bizarre. Et donc, il m'est apparu qu'il fallait non pas s'autonomiser, hein, c'était pas le problème, parce que ça a été vu comme ça à un moment donné, mais qu'il fallait donner la priorité à toute l'épistémologie féministe, à tout le travail international dans les études de genre, pour qu'une nouvelle génération, et puis sur le queer, que j'ai découvert avec vous, avec votre génération, vous m'avez beaucoup appris aussi. Et donc, voilà, on a créé ce master genre on a fêté les 10 ans extraordinaires, qui a produit beaucoup de thèses et de masters remarquables. Et d'ailleurs, il me semble que cette façon de faire à l'école des hautes études a été faite aussi dans d'autres universités. Donc c'était une génération, soit au CNRS, soit dans les universités, où nous avons travaillé, comme je l'ai dit, sur 3 pieds, constamment.
on ne pouvait pas faire l'un sans l'autre. Il fallait vraiment assurer nos arrières et qu'une nouvelle génération reprenne le flambeau et réinvente à chaque fois. Mais il faut toujours être vigilant. Hein. On l'a appris dans le mouvement féministe, dans la MLF, qu'une loi, la loi sur l'avortement, mais la loi sur le mariage pour tous, elle peut être détricotée. C'est qu'à de le dire. Donc, bien évidemment, dans la recherche aussi. C'est-à-dire que les études de genre, elles ont maintenant une légitimité, mais ce n'est pas une fois pour toutes, et qu'il faut effectivement les défendre. Il me semble, d'une certaine manière, que j'ai pris les sciences sociales comme une cause à défendre. Hein, ça me semble important. Je veux dire, comment dire, la critique du social que permet les sciences sociales me semble un outil, alors pour le coup politique, d'essayer de montrer, un peu comme l'a dit Bourdieu et Boltanski, le monde tel qu'il va, il faut le critiquer. Faut le critiquer. Et les sciences sociales sont une arme extraordinaire de dévoilement et surtout de réflexivité, y compris sur soi-même ou sur les groupes auxquels on appartient, pour essayer de ne pas se laisser prendre par des pièges ou des faux semblants. Hein. Donc la critique des statistiques, et la critique, par exemple, tu vois, j'ai participé au manifeste Les sciences sociales libèrent, parce que justement, il me semble que collectivement, il fallait lutter contre des faux semblants de sens social, tu vois, des choses euphémisées. Par exemple, dans les études de genre, il n'y a plus de domination masculine. Ah bon, d'accord, ça se saurait. Ou dans d'autres cas, les statistiques, ou sur le vote. Voilà, l'opinion publique, elle n'existe pas. Comment on manipule. Voilà, il y a une critique du monde tel qu'il va, et y compris du discours savant, qui est à faire et qu'il faut continuer à faire. Et donc, comment dire, il me semble que cette critique, enfin cette sociologie critique que Bourdieu a toujours défendue, et je lui dois beaucoup, mais je dois beaucoup aussi à des collègues, et je dois aussi beaucoup au féminisme, qui a été aussi critique. On ne pouvait pas déconstruire, il fallait pour faire des études de genre, déconstruire tous les schèmes masculinistes, entre guillemets. Hein. Et donc, cette critique-là, elle est au centre de ce que... Et c'est porté aussi par, comment te dire, une insertion constante. Je n'appartiens pas à un parti politique. Quand je suis arrivé à Paris, moi, je suis allé au PSU, mais j'ai jamais adhéré. Mais j'ai eu des engagements politiques. Il faut réouvrir, me semble-t-il, la notion de politique. C'est pas seulement une adhésion partisane. C'est, pour moi, à chaque fois que une curiosité ou, comment dire, une hospitalité, dirait Derrida, à ce qu'il advient. C'est-à-dire, j'étais captivé ou capté par un certain nombre d'injustices auxquelles j'ai essayé de répondre de façon modeste, mais convaincue, tu vois. Par exemple, j'ai participé à l'accueil des professeurs des universitaires algériens avec Bourdieu, mais aussi des Chiliens, mais aussi les sans-papiers, Nuit debout. Voilà, il me semble que je suis dans l'indignation, mais qui passe à l'acte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne peux pas me contenter de cette injustice ou de ce monde tel qu'il va, pour reprendre une expression qui me va bien, je trouve, peut-être pas en raison de la honte sociale que j'ai eue quand j'étais lycéenne. J'étais d'une classe sociale, j'ai eu une honte sociale, mais cette honte sociale, j'ai su la reconvertir en action politique, pas au sens politique du terme, mais néanmoins, voilà. Voilà, voilà ce que je dirais. Rosemarie Lagrave, merci beaucoup. Non, c'est toi que je remercie surtout.